Bienvenue à tous à notre atelier Déshabillons les préjugés. Je m'appelle Ninon Aron, je suis responsable partenariat de l'ISNARI-MG et interne de médecine générale à Amiens. Nous accueillons pour cet atelier 3 médecins. Le docteur Tavel, gynécologue et sexologue à l'hôpital de Chartres, membre de la Société française de sexologie. Le docteur Guéguin, gynécologue libéral et jeune retraité. Et le docteur Jędrzejewski, médecin généraliste à Paris. Pour commencer, je voudrais déclarer nos liens d'intérêt. Le docteur Tavel travaille au centre hospitalier de Chartres, comme mon collègue Karim Aboumrad Friquegnon, qui a participé à l'élaboration de cet atelier. Nous allons traiter de sexualité, thème encore trop peu abordé et souvent méconnu. Pour les médecins généralistes, parler de sexualité avec son patient s'apparente souvent à un véritable parcours du combattant, dont les principaux obstacles évoqués sont l'absence de formation, le manque de connaissances, le manque de temps, la peur d'être intrusif, de gêner, d'être inadapté ou encore de transgresser des tabous, qu'ils soient culturels, religieux ou autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la définition de la santé est un état de bien-être complet à la fois physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. L'OMS déclare depuis 1974 que la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Un patient en bonne santé est donc un patient épanoui sexuellement. Dans une étude menée en 2017, 80% des patients interrogés estimaient qu'aborder la sexualité faisait partie du rôle du médecin traitant en tant qu'interlocuteur privilégié avant le gynécologue ou le sexologue. Nombre de patients souhaitent donc parler de leur vie sexuelle en consultation, mais la plupart attendent que le médecin fasse le premier pas. Cependant, si la prise en charge de la question de la sexualité fait partie des compétences du médecin généraliste, il existe peu de recommandations et d'outils pour aider le médecin à aborder ce sujet en consultation. Dans une étude qualitative menée auprès de patients sur la meilleure façon d'aborder la sexualité en consultation, il n'était pas ressorti de formulation type ou de technique d'ouverture optimale. Nous avons choisi d'articuler notre atelier autour de 3 populations. Dans un premier temps, nous parlerons de la sexualité de la personne âgée. Dans un second temps, nous évoquerons la spécificité de la personne en situation de handicap mental en institution. Pour finir, nous discuterons de la complexité des consultations pour les patients de la sphère LGBTQI+, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, travestis et intersexes. Depuis plusieurs siècles, de multiples fausses croyances concernant la sexualité des personnes âgées circulent. Elles seraient physiquement fragiles et la pratique sexuelle pourrait être source de douleur. Elles ne seraient pas attirantes physiquement et donc pas désirables. La sexualité serait réservée aux jeunes, c'est bien connu, avec l'âge, on en a moins envie. Cependant, la littérature fourmille de contre-exemples. Ainsi, 54% des hommes et 31% des femmes âgées d'environ 70 ans se déclarent actifs sexuellement. Un tiers d'entre eux ayant des rapports sexuels au moins 2 fois par mois. Autre exemple, 72% des hommes et 40% des femmes âgées de 80 à 102 ans disent pratiquer la masturbation. Docteur Tavel, docteur Guéguin, vous êtes gynécologue et sexologue en région Centre et recevez en consultation des patients de tout âge. Quelles sont les questions les plus fréquentes de nos seniors quant à la sexualité ? Comment aborder le sujet de la sexualité sans braquer et comment favoriser une vie sexuelle épanouie ? Bonsoir. D'accord.
Bonsoir. Je vais lancer le diapo. Alors, la sexualité des seniors, c'était le titre de mon intervention. Seniors, personnes âgées, retraitées, c'est toute l'ambiguïté. La fin des débats, on n'a pas l'âge de ses artères, on a l'âge de ses désirs, disait Marc Ganem, sexologue à l'origine de la chaire de santé sexuelle et des droits humains à l'UNESCO. Senior. Pour l'OMS, c'est une personne qui a plus de 60 ans. Une personne âgée, toujours pour l'OMS, c'est une personne dont l'âge a passé l'espérance de vie moyenne à sa naissance. En 2016, en France, elle était de 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc être vieux en 76, c'est avoir pour une femme plus de 85 ans. Dans le monde du travail, la définition de senior est fixée à 45 ans. Quant au monde du sport, selon les sports, ça peut varier de 18, 23, voire plus. Être senior en médecine, c'est être expérimenté, avoir un savoir. Le sociologue contemporain Vincent Karadec nous interroge sur la difficulté à définir la vieillesse. Personnes âgées, vieillards, aînés, retraités, 3e, 4e âge, seniors, autant de mots pour désigner une population hétérogène. Selon une enquête du CSA de 2013, c'est vers 68 ans que le sentiment d'être vieux s'empare de nous. Dans l'histoire, au siècle passé, pour déterminer une classe d'âge, nous disposions de critères objectifs, quoique tendancieux. Aptitude à travailler, aptitude à faire la guerre pour les hommes, capacité à procréer pour les femmes. Ne plus procréer, c'était entrer en vieillesse. Le groupe des personnes âgées est donc très hétérogène. Au XIXe siècle naît le concept de retraité. Le XXe, XXIe siècle remet en cause la sortie du monde du travail. L'âge de la retraite est de plus en plus âgé. Dans les années 70, c'est le concept de dépendance. Il ne faut pas confondre dépendance, perte d'autonomie et vieillesse. Et en 90 apparaît ce terme de senior, un terme issu du marketing, flou, ambigu. On parle des seigneuriales. Donc, quelques remarques. Distinguer donc vieillesse et perte d'autonomie, différencier âge biologique et apparence. La vieillesse ne serait qu'une perte d'une belle apparence. Cynthia Fleury, psychanalyste et philosophe, a créé la chaire de philosophie dans un hôpital dans le Vaucluse, affirme que si nous dissocions bien vieillesse et dépendance, la vieillesse ne sera plus ressentie comme problématique, mais comme un moment de la vie qui a toujours ses charmes. Un peu d'épidémiologie. Donc, comme le disait notre consoeur, en Occident, les plus âgés sont de plus en plus nombreux et le sont de plus en plus longtemps. Les hommes et les femmes de plus de 60 ans ont aujourd'hui encore plus du tiers de leur vie devant eux. D'où des conséquences économiques de prise en charge du grand âge pour le médecin généraliste et les enjeux politiques. Un consultant spécialisé auprès du gouvernement sur les enjeux du vieillissement et enseignant à Sciences Po Politique propose un financement pour créer le 5e risque qui est en rapport avec la perte d'autonomie. La question de la prise en charge de nos aînés est donc importante. Or, la France n'est pas la mieux placée au titre de la prise en charge des personnes âgées par rapport aux autres membres de l'Europe. En 2016, 66,6 millions d'habitants, dont près de 20% de plus de 65 ans, soit une nette progression. La population des personnes de 20 à 59 ans représente un peu plus de 50%, soit un recul de 3 points en 20 ans. Et la projection en 2070 des plus de 65 ans représente plus de 46% de la population, autant de patients à prendre en charge pour le médecin généraliste référent.
Définition toujours, la sexualité, les sexualités humaines devrons-nous dire. Bon, la sexualité au sens strict, c'est l'existence d'êtres, d'organismes sexués, sexe mâle, sexe femelle, d'un point de vue strictement biologique, qui ont chacun des caractères spécialisés, complémentaires, destinés à permettre la reproduction. La sexualité ne se réduit pas à la physiologie de la reproduction. Chez les mammifères ayant un cerveau plus développé, Homo sapiens, au hasard, chimpanzés, bonobos, orang-outans, dauphins, l'importance des hormones, des phéromones, diminue énormément et la sexualité est dissociée des cycles hormonaux. Ce schéma illustre bien la vision intégrative de la sexualité chez les mammifères au cerveau développé. La notion, donc les notions acquises et innées, donc la notion génétique, les hormones, la physiologie, tout ça passe à l'arrière-plan. Le contexte culturel, les systèmes de récompense, le lien, les conditions émotionnelles, l'amour, la cognition, les croyances, les fausses croyances, l'imaginaire. Et donc la sexualité, avec le mot-clé, est intégrative, elle est développementale et donc elle nécessite des apprentissages. Faire bien l'amour, ça s'apprend éventuellement. La sexualité donc est développementale, c'est-à-dire susceptible d'évoluer et de s'épanouir dans le temps, même si le temps est long. Voilà. La notion de santé sexuelle a été bien expliquée par notre collègue. C'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, social en relation avec la sexualité. Or, plus le patient est âgé, moins le médecin l'interroge sur sa sexualité. Le docteur Sophie Pariente, dans le quotidien du médecin, rapportait que les plus de 50 ans représentent 20% des découvertes de séropositivité, dont 38% à un stade avancé, ou au stade de sida, avec un ratio de 72% pour les hommes, 28% sur les femmes, et dont près de 60% sont nés en France. Les freins à la sexualité. Certes, il existe des freins à la sexualité dans le cadre de la personne âgée. Le vieillissement sexuel. Il est courant, effectivement, de penser qu'avec le temps, la sexualité est moins présente dans la vie, de moins bonne qualité, voire inexistante, à cause du vieillissement, fameux vieillissement sexuel, l'émoussement sensoriel des 5 sens, mais quid de l'imaginaire? Chez l'homme, l'augmentation de la période réfractaire, chez la femme, la lubrification plus longue à venir, donc savoir s'accorder, la ménopause et son cortège de signes climatériques, l'incontinence urinaire, la sécheresse vaginale. Mais n'oublions pas l'homme et le dépistage du DALA. Le DALA, c'est pas le Dalai Lama, mais c'est le déficit androgénique lié à l'âge qu'il faut savoir rechercher. Frein à la sexualité. Les maladies chroniques et leur traitement, l'hypertension, le diabète qui peut entraîner des troubles de l'érection, les maladies cardiovasculaires, notamment l'athérome et leur traitement. Donc savoir poser la question, notamment chez un homme de 40 ans qui a soudain des troubles de l'érection, il faudra l'envoyer d'urgence chez le cardiologue. La question de donc savoir interroger les patients à propos d'une dysérection. Ou si ils ont un problème cardiovasculaire, poser systématiquement la question. Les problèmes de prostate, de cancer, il y a un nouveau DU d'oncosexologie. Alors, le vieillissement, la baisse de la mobilité, le vieillissement cognitif, l'aspect morphologique, l'eptose, l'aspect, l'apparence, le développement de la médecine anti-âge. Mais plus que ce vieillissement sexuel, n'est-ce pas le poids des représentations de la vieillesse qui nous
qui importe. Le vieillissement physiologique n'est pas le facteur le plus décisif limitant la sexualité des plus âgés. En 2004, une étude de 26 000 hommes et femmes de 40 à 80 ans affirmait que 70% des hommes, je crois que c'est cette étude que vous avez citée, et 64% des femmes affirment que la capacité d'avoir des rapports sexuels diminue avec l'âge. Mais les mêmes personnes interrogées sur l'âge auquel la sexualité devrait s'arrêter citent la décennie qui suit, celle de leur âge personnel. Les vieux, c'est les autres. Dans son ouvrage paru en 2015, Sex and City, un avenir pour l'intimité amoureuse, Marie de Henzel, psychologue, rapporte les propos d'une actrice de 74 ans qui déclare « La vraie jouissance ne se découvre qu'après 60 ans. Elle se dit irritée, cette actrice, par les normes qui imposent une sexualité de performance et qui, selon elle, bloquent aussi bien les hommes que les femmes. Elle évoque une jouissance amoureuse qui ne cherche pas à atteindre un objectif, l'orgasme, par exemple. Ce qui compte, c'est la danse érotique que l'on mène à deux. La jouissance amoureuse est une perception globale du plaisir qui inclut la qualité émotionnelle du lien et qui conduit à une communion voluptueuse. C'est la connivence intime, l'imaginaire érotique qui donne cette impression d'atteindre une jouissance encore jamais connue. La performance n'est plus un objectif, la norme n'est plus la référence, les croyances erronées tombent, la sensualité, l'imaginaire, la volupté pour se déployer. Donc une fréquence des rapports, oui, c'était plutôt cette diapo là que vous aviez citée, encore importante dans la tranche 60-69 ans, 42% des hommes, 23% des femmes. Mais là, les conditions d'une vie sexuelle réussie, malgré ou avec l'âge, eh bien, dépendent des aptitudes, des habitudes sexuelles auparavant. La notion d'un couple, condition d'une intimité sexuelle partagée. La solitude est un facteur d'abandon de la sexualité. Le veuvage et les ruptures de l'intimité en sont aussi un facteur. La vie en institution, bien sûr. Après une période de deuil plus ou moins longue, des couples peuvent se reformer. Alors, la personne a le choix d'une vieillesse décompensée dans le repli, l'autocastration préventive, surcompenser, surconsommation de rencontres, recherche de performance, ou optimiser en 5 points, idéaliser, plus de temps, plus de sensualité, moins de quantitatif, plus de qualitatif, moins génital, plus érotique, femme plus active, homme plus réceptif. Les médecins généralistes et les soignants. Donc, quelques remarques. Être au clair avec son propre fonctionnement, ses propres représentations, se former à l'écoute, tout d'abord, à la sexologie, place de l'enseignement de la sexologie au cours du cursus du MG. Il existe des DIU, des DU d'éducation à la santé, des DIU de sexologie. Savoir dépister une souffrance d'ordre sexuel derrière un symptôme quelconque, qui n'est pas dans la sphère génitale, connaître les effets néfastes sur la sexualité des pathologies et justement, à l'occasion de ces pathologies, poser la question du bien-être sexuel, cardiovasculaire, prostate, endocrinienne, l'effet iatrogène des psychotropes, des antihypertenseurs, avoir un réseau de correspondants formés à l'approche sexologique, pourquoi pas, et puis enfin, les formations qui existent sur le bien-être de la personne en EHPAD. Donc se former éventuellement à une approche intéressante qui nous vient des Canadiens, l'approche sexo-corporelle. Voilà. Et je vous ai mis un petit peu de bibliographie, dont une thèse de Clotilde André, qu'elle a présentée en 2018, sur l'état des lieux des personnes âgées en EHPAD, où, j'ai oublié de vous le dire, il en ressort que la sexualité n'est pas un centre d'intérêt majeur pour ces patients, mais qu'il y a une place dans les rapports de séduction, de fantasmes et autres,
Bon, elle a fait des tableaux à double entrée avec, il y avait 0 rapport sexuel, mais la sexualité était présente, les difficultés que rencontrent les soignants et la nécessité pour améliorer de faire des formations chez les soignants, et en sachant que le médecin généraliste peut être un interlocuteur privilégié. Je vous remercie. Merci Madame Tavel pour votre intervention. La sexualité de la personne âgée sera donc principalement le reflet de la relation de couple qui aura été construite. La sexualité évolue à chaque âge de la vie et se conçoit différemment selon chacun. Ainsi, chaque personne doit pouvoir prétendre à une vie sexuelle épanouie. Le droit à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap a d'ailleurs légitimement trouvé sa place dans la Convention de l'Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap. Cependant, aborder le sujet de la sexualité et permettre une pratique libre et éclairée en institution est rarement chose facile. Docteur Guéguin, vous avez beaucoup travaillé auprès des patients en situation de handicap mental et des différents intervenants présents dans la vie quotidienne de ces jeunes adultes. Comment se mettre au diapason des personnes en situation de handicap mental pour aborder le thème de la sexualité ? Quelles clés pouvons-nous utiliser en consultation ? Merci. Alors, quand on m'a proposé le sujet, je dis en situation de handicap, mais lesquels ? Il y a les handicaps moteurs, les handicaps psychomoteurs. De qui parle-t-on ? Alors, on m'a précisé plutôt les handicaps psychomoteurs et donc des personnes en situation de handicap dans les institutions. Comment allier sécurité du patient et respect de son intimité, de sa vie sexuelle, me demande-t-on. Moi, je me suis dit, ça ne s'applique pas seulement au handicap. Cette question-là, elle s'applique pour tous nos patients, me semble-t-il. Et vous allez voir que travailler dans le milieu du handicap, c'est surtout travailler dans ce qui nous rapproche le plus de la moyenne, je veux dire. Et c'est plus une vision de quelqu'un qui va bien et qui a quelques handicaps que je vais garder en tête. Pourquoi je me suis retrouvée dans le milieu du handicap en étant médecin gynécologue et sexologue ? Pourquoi on se retrouve sexologue ? Eh bien, dans nos générations, après quelques mois d'exercice de gynécologie médicale en libéral, je me suis dit la fac de médecine n'a pas rempli toutes les cases. Parce que si j'étais bonne en technique ou en ingénierie médicale, il me manquait quand même un certain nombre de notions, semble-t-il, de psychologie. Je suis donc allée faire une formation, avec d'ailleurs Laurence, on a fait une formation de psychosomatique avec Sylvain Mimoun. La psychosomatique, c'est quel sens on donne à un symptôme, quel sens on donne à la vie et surtout comment on rend acteurs les patients dont on s'occupe. Ce ne sont pas des objets, ce sont des sujets. Comment redonner sens par rapport à une mycose chronique, par exemple. Mycose chronique, eh bien, après une antibiothérapie, on a le droit, si on l'a à répétition, bien sûr, vous avez les médicaments à portée de main, mais ce n'est pas ça qui va guérir votre patiente. Ça va être abordé plutôt à ce moment-là le sujet du féminin ou précisément le sujet de la sexualité. Avoir une mycose chronique, c'est quand même, ça a remplacé les migraines de la génération précédente, par exemple. Donc c'est très intéressant de s'intéresser au-delà du symptôme, à la personne, et surtout justement lui rendre sa personnalité de personne, de sujet. Alors après, avec une écoute de psychosomatique, avec l'évolution de la pilule, vous savez que ça a quand même révolutionné la vie des couples, et que justement dans nos consultations de gynéco, on a eu un certain nombre de questionnements sexologiques, puisqu'il n'y avait plus vraiment ce souci obsédant de la grossesse. Eh bien, on avait le droit au plaisir, et ça a libéré quand même un certain nombre de femmes et un certain nombre de couples, je vais dire. Et puis, au bout d'un certain nombre de questions de sexologie dans ma consultation, là encore, je me suis dit, on est 7,5 milliards sur la planète, c'est pas ma seule expérience à moi qui va suffire pour répondre à toutes les questions. Donc, nous sommes retournés en formation de sexo, 3 ans, un DU extrêmement sérieux à Toulouse, par les Canadiens, avec
bien sûr un mémoire que j'ai fait sur réflexion éthique d'une gynécologue au sujet de la virginité. Un mémoire, et parce qu'à partir du moment où on a des outils de savoir en sexualité et en sexologie, eh bien les outils de savoir, on sait que ça permet de mettre à distance. Pourquoi c'est si difficile de parler de sexualité ? C'est parce qu'on a l'impression qu'on va parler de soi. Qu'à partir du moment où on a un savoir et un savoir multiple, ça permet la bonne distance, ça permet d'aborder le sujet avec cette bonne proximité. Et puis... n'oublions pas quand même les médecins, enfin moi je peux en parler, les médecins, il y a une situation qu'ils détestent particulièrement, c'est être mis en situation d'impuissance. En sexologie, on est bien placé pour savoir que c'est intolérable l'impuissance. Et donc, non seulement on a des outils qui nous permettent la bonne distance, qui vont permettre d'aborder les sujets avec aisance, mais qui vont pouvoir aussi donner des réponses. Vous savez qu'on parle de sexo en France aussi, grâce à l'arrivée du Viagra, parce que justement, là, il y avait une réponse technique. C'est super. On allait être moins en situation d'impuissance quand un homme parlait de ses troubles de l'érection, par exemple. Au-delà de ça, la sexologie, c'est comment aider quelqu'un à être un homme, à être une femme bien dans sa peau. La sexologie, elle concerne tout. Elle est psychodéveloppementale. Ça, c'est pour introduire la situation de handicap. Mais surtout, elle concerne toutes les dimensions de votre être. Quand on parle sexualité en dehors d'un milieu comme le vôtre, un petit peu évolué, on va dire, ou un petit peu au courant d'un certain nombre de choses, c'est pas seulement génital, bien entendu. La sexologie, on ne parle de sexualité que si on associe la génitalité au moins à l'émotionnel. Sinon, on reste dans le génital. Ou si on est seulement dans l'émotionnel, on n'est pas dans le sexuel non plus, puisqu'on oublie le génital. Donc on est dans ces sociétés qui oublient pas mal le génital et on a surtout eu des éducations à la sexualité au-dessus de la ceinture, j'appelle, qui sont plutôt psycho-émotionnelles. Maintenant, c'est un petit peu dépassé. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes ados. Si dans une classe d'ados, vous ne commencez pas par les érections réflexes, leur corps, etc., c'est même pas la peine de parler. C'est pas ça qu'il faut d'abord mettre les bases. Ça, c'est clair. Donc la sexualité est globalisante. Et quand dans une consultation de sexo, on va aborder la génitalité, les problèmes gynéco par exemple chez la personne âgée ou autres, mais aussi son émotionnel, son relationnel, sa capacité de créer du lien, comment elle peut être en relation avec quelqu'un, mais aussi ses schémas socio-culturels, parce que contrairement à ce qu'on croit, eh bien, on est loin de penser par nous-mêmes, on a quand même été formaté dès la vie in utero. Je vous en toucherai 2 mots sur le développement psychosexuel et psychosexuel. La première fois ce qu'on fait en sexo, les 3 ans qu'on passe, il nous déschème, si je puis dire, parce qu'il va falloir travailler sur ses projections, ses préjugés. Pour sortir du tabou, il faut savoir se mettre soi-même en silence. On a le droit d'être ce que l'on est, de se respecter soi, mais surtout pas de projeter ses idées, surtout dans ce domaine particulièrement intime, de projeter des idées qui nous sont personnelles et qui n'appartiennent pas nécessairement à l'autre en face. Et si je dis ça aussi, c'est que vous vous doutez bien que dans le milieu du handicap, c'est particulièrement important. Donc la sexualité, la sexologie, c'est globalisant. C'est comment être un homme, une femme, bien dans sa peau, d'homme, de femme, et ça concerne aussi la spiritualité. On peut aborder les religions avec nos patients, enfin, la sexualité, enfin, c'est globalisant. Et la sexualité, pour moi, elle est lien, elle est langage, elle est rencontre. Elle a aussi bien sûr une fonction reproductive, c'était sa première fonction. Maintenant qu'elle en est dissociée, elle a aussi une fonction hédonique, cette fonction de plaisir, cette fonction de construction. C'est quand même pas désagréable d'être beau dans les yeux de l'autre, beau ou belle dans les yeux de l'autre. Elle est constructive, hédonique, et surtout, elle est rencontre. Alors dans le milieu du handicap, pourquoi on arrive dans le milieu du handicap ? Parce qu'en tant que gynéco, bien sûr, nous avions dans les années 80-90 des consultations pour les jeunes filles en situation de handicap, puisque la contraception est obligatoire dans les institutions. Y compris notamment lorsque nous avions des jeunes femmes qui étaient dans un déficit profond, dans des fauteuils, donc bien sûr dans une incapacité de séduction totale. Et là on disait mais pourquoi donner une contraception ? Et ceci dit, dans les années 80, il faut savoir qu'elles subissaient des ligatures de trompe forcées. On ne leur demandait pas. Or on a constaté que lorsqu'on faisait une ligature de trompe à quelqu'un qui était dans un déficit profond, sans lui dire ce qu'on lui faisait une dépression profonde à la suite de l'intervention. Les nouvelles générations de gynécos, comme dans les années 80, et puis la société évoluant, on s'est un petit peu révolté contre ça, et on a commencé à dire que la contraception, elle pouvait être expliquée, elle pouvait être conduite autrement,
Et progressivement, je me suis retrouvée dans le milieu de handicap parce que j'ai commencé à dire, mais comment voulez-vous qu'elles soient enceintes pour certaines? Ah ben écoutez, hein, si elles sont violées, il n'y aura pas de conséquences. Voilà ce qu'on entendait il y a encore 30 ans. Donc, c'était pas vraiment le but. Alors, les idées reçues déjà. Entre ange et démon. Le regard des parents. Parce que vous allez voir que pour une personne en situation de handicap, notamment un jeune, il va être entièrement dépendant de son entourage, évidemment. Alors, entre ange et démon, parce que pour les parents, quand il naît un enfant en situation de handicap, il y a déjà c'est un grand bouleversement familial, inutile de vous dire, il va falloir faire le deuil de l'enfant parfait. C'est un bouleversement familial parce que cet enfant, il arrête la transmission. On ne va pas lui demander de faire des enfants. Donc le père ne va pas se projeter sur son fils comme un homme potentiel capable de transmettre. Une mère ne va pas se projeter sur sa fille en disant qu'un jour elle portera des enfants et qu'elle la fera grand-mère, par exemple. Donc déjà, la projection concernant sa construction sexuée ou sexuelle, elle va être déjà bien désorganisée. Et puis, la frustration, donc la négation, on le sait, entraîne un engourdissement des sens. Et pourtant, au moment d'adolescence, au moment des bouffées sexuelles, au moment où on voit les masturbations compulsives des garçons ou même des filles dans les centres d'ados, etc., eh bien, soit on a des réactions d'inhibition totale chez les gens les plus fragiles, soit ils vont être dans une grande culpabilité par rapport à ce corps qu'ils n'interprètent pas, qu'ils ne connaissent pas, qui va se traduire soit par des automutilations, se cogner la tête sur les murs, etc., des auto-agressivités, soit effectivement des conduites compulsives avec des actes d'agression sexuelle ou même de viol. Et puis, on a bien entendu les problèmes d'identification sexuelle, puisque dans la tête des parents, il reste plutôt les bons nounours, la jolie petite poupée et autres, puisque les parents étaient dans une situation de non-projection de l'adolescence. Très souvent, quand ils confient leurs enfants, en plus dans les institutions, les parents se sentent en grande culpabilité, avec un sentiment d'abandon. Ils veulent garder la main, et ils disent aux éducateurs, vous faites ce que vous voulez, elle n'a pas de sexualité, mais on ne veut pas de grossesse. C'était le discours. C'est encore pas loin d'être le discours. Et donc, il y avait tout un travail, parce que je dis pourquoi Ange et démon de Pascal, c'est parce que les éducateurs, nous, à ce moment-là, nous conduisaient les jeunes pour la contraception en disant « Ah mais si, je l'ai surprise, je vous assure, elle a des conduites hypersexuées ou sexuelles. » Bon, cette jeune fille avait certainement subi dans son adolescence ou même dans son enfance peut-être des actes d'agression sexuelle qui faisaient qu'au moment de l'adolescence, elle pouvait avoir une conduite hypersexualisée, mais n'en faisait pas un démon pour autant. Donc il était aussi très très important de regarder un tout petit peu tout ça, en sachant que justement le développement psychosexué et le développement psychosexuel est le même pour tous. Alors que dans une consultation, lorsqu'on a une personne en situation de handicap, on voit son âge physique, elle a 17, 18 ans, elle est pubère, etc. Mais on voit aussi son âge mental. Et c'est aussi extrêmement intéressant parce que nous avons une hétérochronie, c'est-à-dire une discordance entre le psychisme de la personne qu'on a en face de nous et le corps. La seule chose qui va compter, justement, eh bien, ça va être toute l'éducation. Il y a encore vraiment, dans les institutions, beaucoup de silence, beaucoup de tabous, beaucoup de zones de non-droit. Inversement, il y a des institutions où ça commence à avancer beaucoup, puisque là, je vois à Chartres, nous avons formé un groupe de travail avec des jeunes ouvriers des AT. Ils ont entre 25 et 40 ans, donc des déficits légers, qui se posent la question de la parentalité. Mais il a fallu tout reprendre à zéro sur tout le développement psychosexuel pour leur donner à eux aussi des outils de réflexion. Alors, le développement psychosexuel, ça donne des repères, puisque vous savez que la principale relation de nos vies, ça va jouer à peu près dans les 2 premières années, puisque dans la première année, au moment de la naissance, qui est la première rupture avec la mère, eh bien, c'est la façon dont la dyade, mère, fusion, diffusion, j'inclus les pères, les parents, mais la fusion-diffusion va se faire chez le tout petit, qui va développer les capacités d'attachement qu'on retrouvera dans vos vies adultes plus tard. Si on est capable de fusionner et de défusionner sans être en symbiose et en situation d'abandon, on va construire son individuation. Et pour ça, il faut que les parents répondent aux besoins fondamentaux des tout-petits, c'est-à-dire qu'ils puissent mettre ainsi, les tout-petits, des mots sur les émotions. Tu as faim, je te donne à manger, je te rassure. On construit ainsi l'estime de soi, la confiance en soi.
Ce qui va être fondamental pour l'enfant, puisqu'à 1 an, quand il va s'individuer, il ne se sentira pas abandonné et il sera capable de fusionner, défusionner. Ça, c'est comme dans les couples. Fusion, défusion, c'est parfait. Symbiose, j'existe que si tu es là. Si tu pars, je suis abandonné, je n'existe pas. Ça se construit dans les premières années. Dans la première année, bien sûr, toute la sensorialité va se construire, puisqu'on va stimuler les petits au niveau de la peau, de l'odorat, de sensitif, toutes les sensations. Or, nous sommes des êtres corporels, et si nous voulons avoir une sexualité et une vie sociale, amoureuse, accomplie, il faut bien posséder son outil, le corps, avoir une sensorialité particulièrement développée. Et puis, plus on multiplie les expériences, plus ainsi on sera créatif, et plus on aura d'habiletés dans la communication, mais aussi des habiletés érotiques. Alors, vous comprenez bien que... Il y a un tout petit, ça le passionne. Donc cette première année, elle est fondamentale. Et vous voyez bien que quand un enfant naît en situation de handicap, qui peut être placé d'ailleurs assez tôt, la différence de projection des parents va faire que déjà, au niveau du développement du corps, on induit une forme de plafond de verre, de chape de plomb. Ils marchent toujours comme ça, les personnes handicapées. Elles peuvent se redresser. Hein. C'est physiquement l'expression de quelque chose de sociétal. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Ensuite, à 1 an, ce petit est individué. C'est-à-dire qu'à 1 an, l'enfant réalise qu'il est différent du corps de sa mère. C'est l'épreuve du miroir de Kaplan vers 9 mois, 10 mois. Jusque-là, il s'est identifié encore au corps de sa mère. Là, l'enfant se touche les organes génitaux. C'est fondamental de mettre des mots, parce que sinon, on met déjà les premières empreintes de tabou. Parce que l'enfant se dit bien, tiens, quand je touche cette zone-là, maman, elle tourne la tête ou autre. On met déjà les premières empreintes négatives. Or, l'enfant à cet âge-là n'est pas sexuel, lui. C'est vous qui l'êtes. Lui, il est sexué. Et encore, il ne sait même pas qu'il est un garçon ou une fille. Donc, lui, il se touche le pénis, ou elle se touche la vulve, comme elle se touche les oreilles au bout du nez. Hein. C'est simplement nos attitudes déjà de projection qui vont conditionner l'enfant. Ensuite, le petit enfant continue à se développer sur le plan moteur et il sait vraiment qu'il est un garçon ou une fille vers l'âge de 2 à 3 ans seulement. Donc c'est qu'à 2 à 3 ans qu'un garçon ou une fille est capable de le dire. Si vous interrogez un petit bout de 2 ans, ça m'est arrivé récemment, elle me dit, ah, tu sais, elle sait, ça y est, tiens, elle sait qu'elle est une petite fille. Et j'étais en train de lire un livre avec elle et il y avait un petit garçon tout nu, une petite fille toute nue. Alors je lui fais, ah bon, bah dis-moi, où est la petite fille? Elle me montre effectivement la petite fille. Et je lui dis, comment tu la reconnais? Elle a une barrette dans les cheveux. Comme quoi, on a déjà installé un certain nombre de stéréotypes, je vous ferai remarquer. Donc à 2 ans, il me reste 3 minutes, et je n'ai pas parlé d'Iran. Non, c'est bon. D'accord. Non, ça va aller très vite après. Parce que c'est très important de comprendre ça. Donc à 2 ans, l'enfant va savoir qu'il a un garçon ou une fille. Le garçon va avoir un pas supplémentaire pour créer son identité masculine, puisqu'il va quitter un modèle féminin identificatoire de départ pour aller vers un modèle masculin, d'où là s'installe une certaine vulnérabilité. La difficulté des filles à 2-3 ans, et ce qu'on va retrouver effectivement au moment de l'adolescence, c'est qu'elles sont identiques à leur mère. La difficulté des filles est de trouver leur différence par rapport à quelqu'un qui est semblable. Et vous voyez bien que tout ce problème d'identification sexuelle ne se fera pas nécessairement avec les personnes en situation de handicap. Donc la réalité de terrain, je vous en ai parlé. Ce qui compte beaucoup, c'est pour ces personnes, justement, c'est la formation de l'entourage. Parce que nous faisons actuellement des groupes d'éducation à la sexualité, c'est important pour elles de connaître leur corps, dès tout petit, dès les IME, etc., pour pouvoir être bien. Plus on développe le corps chez une personne en situation de handicap, plus le développement psychosexuel, psycho-affectif est en parallèle, mais surtout, nous formons les éducateurs et toutes les équipes qui sont autour pour pouvoir avoir une écoute plus tranquillisée à la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap. Le but est d'obtenir que ces gens se développent et puissent avoir des relations comme on le veut. Le piège, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'après, on est très excité, on se dit mais oui c'est vrai, après c'est formidable, maintenant ils sont amoureux, ils peuvent se tenir par la main, on les autorise, on voit bien que la situation change, que physiquement ils changent, ils s'épanouissent, ça c'est vrai. Mais inversement, on a tendance à projeter, nous,
notre propre sexualité, c'est-à-dire, allez, il faut aller jusqu'au bout, pénétration, etc. Non, le véritable respect, c'est de savoir là jusqu'où veulent aller chacun d'entre nous d'ailleurs, et que si c'est simplement le faire, se tenir par la main, et que c'est ça être heureux et être amoureux, eh bien ça suffit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce milieu, j'ai appris ce que c'était vraiment le respect. Ce que vous savez tous, vous, en tant que médecin, par rapport à vos patients, nous sommes des gens respectueux. Mais je dis, il est toujours facile d'être respectueux par quelqu'un qui peut vous insulter, vous mettre une baffe, vous dire non, ça suffit. Le vrai respect, on l'apprend avec ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité, sur lequel on a un pouvoir parce qu'on représente une certaine autorité, ils sont habitués à obéir, à subir, et donc c'est très facile. Le véritable respect, c'est que ces personnes qui ne savent pas mettre en place de limites, c'est à nous, à chacun d'entre nous de les mettre. Et là, je peux vous dire qu'on fait véritablement notre travail de médecin humaniste. Et que c'est un milieu extrêmement riche et si peu différent, puisqu'on retrouve les mêmes problématiques, que nous faisons aussi des formations, bien entendu, pour les parents, parce que vous voyez bien qu'il faut les rassurer. Mais la problématique des parents, je l'ai rencontrée aussi à chaque fois que je suis intervenue dans des groupes de lycée et de collège. Et pourquoi l'éducation à la sexualité ? Parce qu'à 3 ans, qu'est-ce qu'on va mettre en place entre 3 et 6 ans ? La pudeur, ça s'apprend, la pudeur. Or, les personnes en situation de handicap qui ont été élevées dans les centres, on ne leur a pas appris la pudeur, les douches et la porte ouverte, etc. La pudeur, le respect de soi, le respect de son corps, le respect de l'autre. Tout ça, ça s'apprend en classe de maternelle, et avec ces jeunes-là aussi. Après, une fois que le corps est bien établi, il y a toute le relationnel. Les enfants, à partir de 7-8 ans, vont remplir leur petit sac. J'aime pas, je ferai comme papa, je ferai comme maman. On construit son schéma de vie future. Et puis, au moment de la puberté, eh bien, la spirale recommence. On a intérêt à remettre les mots du corps, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, ou particulièrement en situation de handicap, pour pouvoir ensuite créer sa propre vie et aller vers la vie, parce que c'est vraiment ce que je voudrais, c'est que ce soit pour vous une approche beaucoup plus tranquillisée, respectueuse, et sachez surtout que vous êtes vos propres outils et qu'on ne va pas vous donner de clés ni de kit pour aborder le sujet. Plus vous serez à l'aise avec le sujet, plus vous vous sentirez à bonne distance, plus ce sera facile. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas les seuls à vous interroger. Ça m'est arrivé d'intervenir dans des DU d'éducation thérapeutique auprès de nos confrères oncologues notamment, ou cardiologues, ou diabétologues, pour aborder tous ces sujets, parce que maintenant, notamment les seniors et toute la population n'osent pas en parler parce qu'ils disent quand même c'est pas du sérieux la sexualité, je peux en parler au docteur, là j'ai un cancer, etc., ou je suis en handicap, je suis en situation de handicap et que je peux en parler. Eh bien oui, c'est à vous effectivement d'aborder le problème ou simplement d'ouvrir vos oreilles, parce que, et notamment dans la population des personnes en situation de handicap, c'est particulièrement vrai. Ils vont parfaitement, parce qu'ils sont très fins psychologiquement, savoir à qui ils peuvent en parler ou pas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Guéguin. On saisit bien tout l'enjeu de former à la fois les patients premiers concernés par le sujet, mais aussi les soignants à cette autonomisation. Cela permettra une certaine liberté des pratiques, tout en assurant la mise en sécurité et le respect de l'intimité des patients. Chacun est libre de décider de son ou sa partenaire et de ses pratiques dans le respect d'autrui. Pourtant, l'orientation sexuelle demeure encore trop souvent un frein à la consultation. Entre tabous et préjugés, les idées reçues font office de dogme qui sclérosent encore la relation médecin-patient. Depuis plus de 10 ans, la littérature anglo-saxonne s'intéresse aux questions de santé des minorités. En France, en revanche, ce sujet est fréquemment occulté du fait de difficultés à envisager des différences de santé entre les populations. Il est donc essentiel de pouvoir répondre aux problématiques rencontrées par cette part importante de notre patientèle. Docteur Jędrzejewski, vous êtes médecin généraliste à Paris, vous êtes très actif sur le thème des consultations... Pardon, je croyais que je m'étais trompée. Actif sur le thème des consultations auprès du public LGBT sur les réseaux sociaux, vous avez soutenu votre thèse en 2016 sur les difficultés rencontrées par les homosexuels face à leurs spécificités de santé en médecine générale en France. Comment assurer des soins de qualité dans le respect de leur identité sexuelle ?
Alors, je vais vous parler d'un sujet assez complexe, qui est très très large. On pense même à faire un DU sur la question. Donc, on est assez peu à connaître ce sujet, qui est la santé gay, la santé lesbienne, la santé trans, qui sont à séparer, chacune dans leur coin, parce que la santé LGBT, ça n'existe pas. Vous verrez qu'il y a des spécificités de santé pour chacune des populations qui sont très différentes. Et chacune des populations a aussi des vécus différents. Au sein de chaque population, il y a des vécus différents, on ne peut pas faire de généralité. Donc voilà, c'est très très large et toujours à prendre avec des pincettes en essayant de ne pas faire de généralité. Moi, en fait, j'ai fait ma thèse en effet sur la santé gay, la santé lesbienne, sur le lien médecin-patient avec les gays et les lesbiennes. Je connais un petit peu la santé trans parce que je traîne avec des personnes dans des associations parisiennes principalement, qui sont des associations trans. Et je travaille sur tout ça depuis une quinzaine d'années. Et ma thèse m'a quand même pris 5 ans, c'est une très grosse thèse avec beaucoup de biblio. Voilà, je travaille actuellement dans un centre qui s'appelle le 190, qui est un centre de santé sexuelle qui voit principalement des hommes gays. C'est 98% des usagers du centre. Et je travaille à mi-temps dans un autre centre qui n'a rien à voir, qui fait de l'addictologie, qui est un centre qui s'appelle Gaïa, qui est une association en fait filles de médecins du monde, voilà, qui a un XAPA pour des personnes précaires. En fait, je travaille dans ces deux centres parce que je me suis aussi intéressé à la santé communautaire plus globalement. La santé communautaire, c'est encore très flou en France. C'est un peu plus clair dans les pays anglo-saxons, au Canada. Donc c'est une définition qui est encore à préciser ici. Mais en gros, c'est partir des besoins spécifiques des populations avec eux, donc les écouter beaucoup pour apprendre d'eux et savoir ce dont ils ont besoin. Les communautés, c'est des personnes qui peuvent être liées par la géographie, mais aussi par des points communs. Et notamment, moi je travaille de plus en plus sur le fait que finalement ces communautés, elles échangent beaucoup entre elles, enfin les personnes échangent beaucoup au sein de ces communautés sur leur santé et sur leur spécificité de santé et comment aller mieux en fait. Donc la première question qu'on m'a posée en fait, c'était comment parler de sexualité avec un patient LGBT. Moi je pense que c'est une question qui a remodelé parce que patient LGBT ça n'existe pas. C'est une patiente lesbienne, c'est un patient gay et ou trans, ou une patiente bi. Mais le LGBT, c'est un sigle dont il faut se défaire parce que encore une fois, c'est des populations trop différentes. C'est comme si on rassemblait des populations qui ont strictement rien à voir avec des backgrounds culturels qui sont complètement différents. En fait, ce qu'il faut, c'est poser la question de pourquoi il faut parler de l'orientation sexuelle dans une consultation avec les patientes. En fait, c'est simplement parce que derrière, vous allez avoir des spécificités de santé et que ça va ouvrir tout un champ de problématiques qui peuvent se poser, alors pas pour tout le monde, encore une fois, mais qui sont susceptibles de se poser parce que c'est des personnes qui sont plus exposées à certaines problématiques. Je voulais commencer par parler un peu d'histoire et de sociologie parce que c'est une grosse partie de ma thèse aussi, de poser un peu de contexte. La première chose, c'est que la dépathologisation de l'homosexualité, elle est très récente. C'est 1987 dans le DSM et la CIM, la classification internationale des maladies faite par l'OMS, c'est 1992. Donc voilà, c'est vraiment encore très récent. Et finalement, la médecine s'est désinvestie de cette question en disant bon bah ok, finalement c'est pas une pathologie, mais est-ce que c'est tout à fait normal pour autant? C'est une question qui mérite de se poser parce que finalement c'est pas une pathologie, mais on ne sait pas si c'est normal. Il y a notamment
une chose assez importante qui nous fait penser que c'est pas tout à fait normal encore, c'est qu'il y a, que les gens laissent penser que c'est pas tout à fait normal, parce que moi je considère que c'est normal bien sûr, mais c'est la poursuite des recherches sur les causes de l'homosexualité. En fait, il y a encore beaucoup de recherches sur le gène gay, les allèles et les liens en psy sur l'éducation et ce qui pourrait avoir une influence sur ce qui rendrait les gens gays ou lesbiennes. Et ça, c'est encore une question qui est très compliquée parce que une fois qu'on trouvera s'il y a une cause, qu'est-ce qu'on en fait? L'hétéronormativité, c'est un concept qui est très important parce que c'est un concept assez bien connu en sociologie. La norme, en fait, dans notre société, c'est d'être hétérosexuel. Les gays et lesbiennes sont minoritaires. Et donc, grandir gay ou lesbienne, c'est toujours se confronter à une population beaucoup plus importante et à un poids de cette hétérosexualité qui n'est pas ce qu'on est. Et donc, moins de références, potentiellement des violences, potentiellement des moqueries. Et je vous ai mis plusieurs exemples. Donc, il y a Holly Alexander, qui est un chanteur d'un groupe anglais qui s'appelle Years and Years, qui a fait un documentaire que je vous conseille de regarder parce qu'il est vraiment bien. Il parle du fait, voilà, lui, il a profité de sa notoriété pour parler de comment il a grandi. Il parle de problèmes psychiques assez graves, notamment d'image de soi et du corps avec des troubles de l'alimentation. Et aujourd'hui, si vous pensez encore qu'il n'y a plus d'homophobie, vous pouvez regarder ce qui se passe avec Bilal Hassani, qui est un exemple assez important de l'état de l'homophobie en France. Bilal Hassani, c'est le prochain candidat à l'Eurovision qui s'en prend plein la face sur Internet en ce moment. L'isolement et les difficultés dans les relations aux autres, dans l'adolescence, dans l'enfance, c'est un truc qui est assez commun aux gays et aux lesbiennes. C'est plus ou moins marqué, mais ça à prendre en compte. Et puis l'éducation sexuelle, elle n'est jamais vraiment faite, adaptée aux gays et aux lesbiennes, parce que finalement, on parle d'hétérosexualité et de reproduction, mais on ne parle pas trop de sexualité entre hommes ou de sexualité entre femmes. On ne rentre pas dans les détails. Les gays, ils ne savent pas comment ça se passe une pénétration anale. Ils savent pas, les femmes ne savent pas ce qui est possible non plus réellement entre femmes. On ne parle pas d'IST entre femmes, on ne parle pas de plein de sujets qui sont très importants dans l'éducation sexuelle des gays et des lesbiennes, et ça a des conséquences aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup de gays en consultation qui ont des problèmes dans leur sexualité, qui sont très envahis par la peur du VIH, et c'est assez problématique. L'homophobie intériorisée, c'est aussi un concept important. C'est le fait que, à force d'être moqué, à force de se sentir différent, on se dévalorise et on se dévalorise au départ sur certains points de sa vie. Alors, j'aime pas le foot, c'est mal. Je joue avec des poupées, c'est mal. Pour les filles, c'est voilà, des choses un petit peu stéréotypées comme ça. Mais au fond, quand ça arrive, petit à petit, un petit sale PD, un petit sale Gwyn de temps en temps, en fait, les personnes petit à petit s'enfoncent et intègrent le fait qu'elles sont des personnes inférieures et qu'elles ne méritent pas d'être considérées comme des personnes hétérosexuelles et normales. C'est pas forcément aussi clair, mais c'est des petites choses qui reviennent hanter les personnes dans le cours de leur vie. Il y a aussi un autre concept que j'ai pas noté qui s'appelle le stress minoritaire, qui est une situation où une personne appartenant à un groupe minoritaire est à risque de détresse psychologique du fait de son exposition à des facteurs de stress spécifiques et chroniques. Et ça, c'est un peu pareil, ça rejoint l'homophobie intériorisée. Ça, c'est pour vous montrer
sur PubMed ce qu'on vous suggère quand vous tapez homosexualité. Donc voilà, les recherches sur l'homosexualité, c'est les causes. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de publications sur les spécificités de santé, mais en fait, elles apparaissent pas quand on tape homosexualité. C'est ce que cherchent le plus les gens, hein, c'est comme Google. Quelles conséquences en pratique pour le médecin? Voilà, je vous ai dit que les gays ont une vie difficile, les lesbiennes ont une vie difficile. C'est pas tout à fait vrai. Quand même, elles outrepassent tout ça. C'est pas des victimes. Il faut pas les considérer comme telles. Elles se sont très bien débrouillées jusque-là. C'est pas notre rapport de médecin qui va tout changer dans leur vie. Et il faut faire gaffe aux généralisations, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est un truc qui tient à cœur à beaucoup de gays et de lesbiennes et qui peuvent se sentir attaqués. Donc toujours en fait partir de l'expérience de la personne tout en sachant qu'elles sont plus exposées à certaines spécificités de santé que je vais vous détailler. Le regard hétéronormé, il faut toujours faire gaffe, mes collègues l'ont dit. Il faut faire attention à ce que votre norme à vous soit pas la norme projetée sur votre patient. Et encore une fois, à partir de son expérience. Le risque de jugement négatif face à la différence. On parle beaucoup de discrimination. Mais en fait, ce n'est pas la discrimination qui ressort en premier. C'est finalement des maladresses, des choses, des comportements, des gestes, des petites choses dites qui ne passent pas dans la consultation. Et puis en fait, ça peut derrière créer, sur des quiproquos, hein, même des fois, ça peut créer une rupture de soins. Et il y a des personnes qui nous disent qu'elles ont carrément eu un refus de soins de la part d'un médecin, alors que, bon, je pense que si on éclaircissait les situations, ce serait quand même pas aussi violent. Par exemple, la protection VIH et IST. Voilà, il y a beaucoup de jugements qui nous reviennent sur le type de protection. Ah, mais vous n'êtes pas protégé. Ah, mais c'est pas bien. Ah, mais voilà, on n'a pas de jugement moral à porter sur ce que les gens font. Et au contraire, on a plutôt des solutions à leur apporter. Le nombre de partenaires, c'est pareil. Ah, mon Dieu, vous avez 50 partenaires par mois, mais c'est énorme. Comment vous faites? C'est fou, vous allez forcément attraper des IST avec ça, diminuer, c'est pas possible. Non, il y a des personnes qui sont très bien avec cette sexualité-là, il faut pas porter de jugement. Pour les patients, comme je vous ai dit, du coup, les patients, quand il y a des petites choses comme ça qui sont dites, c'est une perte de confiance, c'est une sensation de jugement, de ne pas être compris, voire une rupture de soins. Et surtout, en fait, de façon encore plus grave, des retards diagnostiques et thérapeutiques ou de la prévention inadaptée. En fait, votre consultation, elle ne sert à rien si vous ne partez pas de l'expérience du patient, parce qu'il ne prendra rien de ce que vous lui dites. Notamment le préservatif. Et encore une fois, c'est hyper important de ne pas forcer le préservatif. Maintenant qu'on a la PrEP en plus, plutôt d'aller sur d'autres moyens de prévention, enfin de voir éventuellement pourquoi le préservatif n'est pas toujours utilisé et voir s'il y a des choses à changer. Mais en général, les gens savent très bien qu'il faut se protéger et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Il y a les IST anales aussi, qui sont, que je voulais souligner parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui reviennent avec des diagnostics, enfin beaucoup, il y a quelques personnes qui reviennent avec des diagnostics de rectocolite hémorragique par exemple, alors que c'était un chlamydia anal et qu'il aurait suffi de le chercher au lieu d'aller faire une coloscopie et tout le tintouin à l'hôpital, alors qu'avec un petit écouvillon, on règle ça très rapidement. Voilà les spécificités de santé. Il y a pas mal de choses. Je ne vais pas tout détailler. Si vous voulez, vous pouvez trouver ma thèse sur Internet en tapant mon nom, prénom, thèse dans Google. On tombe dessus. Et il y a des... Enfin, tout ça est détaillé un peu plus. J'ai quelques chiffres quand même à vous donner, notamment sur la santé mentale. On sait que 89% des femmes lesbiennes et 57% des hommes gays déclaraient avoir été déprimés au cours des 12 derniers mois, contre 26% des femmes hétéros et 33% des hommes hétéros. Donc ça fait une grosse différence. Ça, c'était dans l'étude Contexte de la sexualité en France en 2006. Dans cette même étude,
Pardon, là, ces chiffres-là, c'était pour les 18-24 ans. C'est vraiment les jeunes qui sont le plus exposés aux dépressions et aux tentatives de suicide. Mais les plus âgés aussi sont surexposés. Les jeunes ont vraiment une grosse différence de pourcentage, c'est pour ça que je vous donnais ce chiffre. Dans le contexte de la sexualité en France aussi, il y avait des agressions sexuelles pour 52% des femmes, enfin des agressions sexuelles au cours de leur vie, une fois au moins au cours de leur vie, pour 52% des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres femmes, et seulement, c'est énorme aussi, mais pour 19% des femmes qui ont eu que des rapports hétéros. Donc il y a une grosse différence aussi de pourcentage d'agressions sexuelles. Les tentatives de suicide pour les hommes au cours de leur vie, chez les gays, il y a 13%, chez les bi, il y a 10%, et chez les hétéros, il y a 3%. Ça, c'est le baromètre santé 2010. Voilà pour la santé mentale, un peu. Encore une fois, faut pas victimiser et tout ça, mais c'est quand même à prendre en considération et donc des questions à poser. Est-ce que vous allez bien, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous avez déjà fait une tentative de suicide dans votre vie, est-ce que vous avez déjà vu un psy, voilà, au moins dans les antécédents, et puis reposer la question régulièrement. Pour le VIH, il faut savoir que chez les hommes gays, il y a 200 fois plus de risques que chez les hétéros français de contamination en France aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en charge ces patients avec une prévention adaptée. Il y a plusieurs choses à savoir. Le fait que les personnes séropositives indétectables ne transmettent pas le virus, ça c'est vraiment un truc à diffuser. Le fait qu'il existe des traitements post-exposition à l'hôpital. Le fait que la PrEP existe et que si le préservatif n'est pas mis comme il faut pas attendre, il faut passer sur la PrEP très rapidement. Le but, c'est que les personnes ne se contaminent pas. Il y a aussi des dépistages d'IST qui sont à faire fréquemment, un peu en fonction du nombre de partenaires, mais à partir de 20 partenaires, on peut se dire qu'on peut faire un dépistage IST et ça va parfois très vite. Parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir 50 partenaires par mois. Donc voilà, on recommande entre 3 et 6 mois les dépistages IST, et c'est sur les 3 sites, il faut faire des dépistages dans les urines. Il faut arrêter avec le prélèvement urétral qui est traumatique pour les hommes. Donc dépistage dans les urines, dans la gorge et en anal. Voilà, il y a aussi la syphilis qui est très présente chez les hommes gays. C'est 80% des diagnostics. Le gonocoque, c'est 60% des diagnostics. Donc ils sont vraiment très touchés par les IST, sachant que la population gay, c'est entre 3 et 4% de la population générale. Donc quand on voit que c'est 80% des diagnostics, c'est vraiment une proportion énorme. Je reviens chez les femmes. Chez les femmes, il y a le frottis qui est très mal fait. En fait, l'HPV se transmet aussi entre femmes, et tout aussi bien qu'entre hommes et femmes. Donc il faut faire les frottis. Il y a beaucoup d'idées qui circulent disant que c'est pas la peine de faire les frottis chez les lesbiennes. C'est faux, il faut les faire. Et du coup, elles sont sous-dépistées. Donc vraiment pas hésiter à reposer cette question-là aussi. Et puis pour les deux sexes, parler d'usage de drogue, parce que c'est pareil, il y a très 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 probablement une surconsommation d'usage de drogue par rapport aux hétéros. Voilà, et notamment d'usage de drogue en contexte sexuel, avec le chemsex et slam qui sont voilà, chemsex c'est l'utilisation de drogue en contexte sexuel, et le slam c'est l'injection de drogue en contexte sexuel, et c'est de plus en plus fréquent. Il ne faut pas s'alarmer outre mesure, mais il faut poser la question. En fait, est-ce que vous utilisez des drogues? Est-ce que vous utilisez des drogues en contexte sexuel? Est-ce que vous les injectez? Les urgences, je vous les ai déjà un peu dites, mais voilà, les jeunes, les 18-24 ans pour qui il y a des difficultés liées à la découverte de la sexualité aussi, mais du coup en santé mentale qui sont importantes à prendre en compte. C'est eux qui vont être de plus en plus touchés par l'infection VIH,
parce qu'en fait, les personnes vieillissantes, on les prend de mieux en mieux en charge tôt, et du coup, c'est plutôt les personnes qui sont pas bien au fait de la prévention. Enfin, la prévention est un peu moins bonne ces dernières années, et du coup, c'est eux qui sont le plus exposés. Les migrants qui sont aussi très touchés par les IST, le VIH, et qui ont un accès aux soins qui est très compliqué. Et je vous ai dit le chemsex, le slam, avec des brochures de aide, de réduction des risques, que vous pouvez aller regarder sur le site de aide, qui sont très intéressantes et qu'il ne faut pas hésiter à donner aux patients. Après, ces patients un peu complexes, justement, il ne faut pas hésiter à les adresser à des personnes qui ont un peu plus l'habitude. Et nous, au 190, on fait que ça, on fait de la santé gay toute la journée. Donc, même si c'est pour nous passer un coup de fil parce que vous ne savez pas comment réagir sur quelqu'un qui a une situation un peu plus difficile que les autres, il ne faut pas hésiter. Comment on fait en consultation? Donc déjà, il faut pouvoir parler de sexualité. On parle de sexualité des gays, des lesbiennes, éventuellement des trans. On parle des personnes âgées, on parle des personnes en situation de handicap. Mais en fait, même avec les personnes hétérosexuelles qui n'ont pas de handicap et qui sont jeunes, on n'arrive pas forcément à parler de sexualité. Donc déjà, en fait, il faut, encore une fois, partir de l'expérience des personnes et dédramatiser tout ça et parler de sexualité assez simplement, sans projeter ce qu'on pense soi, sans morale, sans jugement, écouter et savoir s'il y a une souffrance ou pas, gérer avec ça. Est-ce qu'il faut en parler systématiquement en consultation? Je ne suis pas sûr. C'est une grosse question. Ça pourrait rentrer dans la liste antécédents et tabac et alcool et drogue et sexualité et violence, notamment violence conjugale. Mais voilà, c'est difficile de poser la question, on le sait. C'est pas forcément systématique. Si vous voyez que c'est impossible à poser, c'est pas grave. Mais il faut y penser régulièrement et essayer de le poser la plus souvent possible quand même. Il n'y a pas de question type. Mais en fait, si vous posez la question, il faut toujours savoir pourquoi vous la posez. Parce que si vous la posez sans question derrière, sans réagir, sans savoir expliquer pourquoi, la personne, elle ne va pas comprendre pourquoi vous vous immiscez dans son intimité. Et du coup, ça peut être mal reçu. C'est pareil, c'est des chiffres que j'ai dans ma thèse. Ça peut être mal reçu, c'est rare. C'est une personne sur 12 à peu près à qui on pose la question. Mais voilà, si ce n'est pas compris, ça peut être plutôt contre-productif. Et puis voilà, il faut faire attention aux incompréhensions, à la sensation de stigmatisation. Il y a beaucoup de gens qui nous rapportent qu'ils se sont sentis stigmatisés parce que dès qu'ils ont dit qu'ils étaient homosexuels, on leur a proposé un test VIH. C'est bien, il faut le faire, mais il faut savoir expliquer pourquoi. Il faut dire qu'il y a 200 fois plus de risques dans cette population-là. Et il ne faut pas hésiter à dédramatiser les choses, à lui dire que de toute façon, faut le faire régulièrement, que c'est pas parce qu'il est gay, mais quand même, il y a un peu plus de risques, et voilà. Les perspectives, donc sur ces questions de santé gay, santé lesbienne, il y a de plus en plus de travaux en France, il y a de plus en plus de thèses qui sortent, qui sont vraiment là sur les toutes dernières années. Ça fait 3-4 ans. Et du coup, on va essayer, comme je vous ai dit, de monter un DU et potentiellement une société savante de santé gay, de santé lesbienne. Ça prend forme. Ça existe déjà dans d'autres pays. En Angleterre, notamment, ils ont sorti, le Royal College of General Medicine a sorti des guidelines pour les patients gays, lesbiennes, bi et trans. Ils ont aussi un truc qui s'appelle Pride in Practice, qui est une espèce de label sur comment on reçoit les personnes LGBT ou T dans le cabinet. Sur la santé trans, c'est très très vaste. J'en ai pas parlé jusqu'ici parce que je préférais me concentrer sur l'orientation sexuelle, parce que je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Mais sur la santé trans, il y a quelques trucs à savoir. C'est que vraiment, il n'y a pas deux personnes trans qui se ressemblent, ou très rarement. C'est des spectres d'identité qui sont vraiment très, très complexes, très multiples et personnalisés.
Il faut vraiment partir du ressenti de la personne, de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut faire une hormonothérapie, est-ce qu'elle veut faire une chirurgie, c'est pas toujours le cas. Savoir comment elle se nomme, parce que souvent elle change de prénom, et pas se tromper dans le genre à utiliser. Si la personne veut être appelée elle alors qu'elle a l'aspect d'un homme, il faut l'appeler elle, même si elle a l'aspect d'un homme, parce que si vous l'appelez il ne reviendra pas vous voir. C'est pas que pour l'argent, c'est aussi pour le respect de la personne. Les remarques sur la réussite de la transition, c'est assez important aussi, parce que finalement, il y a beaucoup de médecins qui parlent de ça. On s'en fiche un peu, en fait. La personne, elle fait son parcours. Si elle vous parle de sa transition qui n'est pas réussie, qu'elle a des difficultés liées à ça, vous pouvez l'aborder. Mais dire « Ah, c'est vachement bien », vous pouvez éventuellement soutenir, mais vous n'avez pas l'air d'un homme ou vous n'avez pas l'air d'une femme. C'est des remarques qu'il faut vraiment proscrire. Il faut accompagner dans le parcours du soin, soutenir, pas décider à la place de la personne concernée, pas juger de son parcours. Elle va voir les spécialistes qu'elle veut, elle fait les modifications corporelles qu'elle veut. Et voilà, c'est vraiment le soutien au cours de la transition. Il y a une maison de santé qui s'appelle la Maison Dispersée de Santé à Lille, dont le médecin qui s'occupe des parcours trans s'appelle Bertrand Riff, et qui avait cette phrase qui dit coévidence et non co-diagnostic. Pour les personnes trans, c'est vraiment important. On arrête de parler de diagnostic de transidentité. C'est une évidence pour la personne trans. C'est pas un diagnostic qu'on pose sur la personne. On peut mettre les personnes en lien avec des associations. Il faut les mettre en lien avec des associations. Je vous ai mis 2 exemples. Il y a Outrans et l'Espace Santé Trans. C'est 2 associations parisiennes, mais elles ont des antennes un peu ailleurs. Et puis elles sont accessibles sur Internet, par téléphone. Elles font des formations pour les médecins généralistes, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et ne pas psychiatriser et ne pas hésiter à dépanner un traitement hormonal ou à faire une demande de 100%. Ça, c'est plus pour la pratique. Vraiment, beaucoup de personnes trans se confrontent à des médecins généralistes qui veulent pas aller renouveler leur traitement hormonal parce qu'ils ont trop peur. Si la personne elle a un traitement hormonal depuis 10 ans, si vous lui renouvelez pour la dépanner 1 mois ou 2, ça ne va pas la tuer. Les messages principaux, vraiment simplifier la question de l'orientation sexuelle, la poser le plus naturellement possible. Un malaise ou une maladresse, ça tue personne, mais il faut s'excuser si ça arrive, si vous voyez que la personne elle comprend pas ce que vous voulez lui dire ou que vous mégenrez une personne trans. Moi ça m'est arrivé, je m'excuse et puis on passe à autre chose et on essaye de plus se tromper. Savoir pourquoi on pose la question de l'orientation sexuelle, c'est important, il faut savoir l'expliquer si besoin. Comme je vous ai dit, il ne faut pas être systématique. Il faut faire des tests VIH et des IST sur les 3 sites, tous les 3 à 6 mois aux gays multipartenaires, même s'ils mettent le préservatif, parce que ça se transmet par la fellation. Et puis vous ne savez pas exactement, ils peuvent aussi vous dire qu'ils mettent le préservatif pour vous faire plaisir. Et les frottis cervico-utérins, chez les lesbiennes, il faut les faire. À la même régularité. Il faut adapter le discours sur les IST et la contraception parce que finalement, pour les IST, il y a beaucoup de messages de prévention qui sont pas adaptés. Il y a des messages sur les gants à utiliser, sur les digues dentaires qui sont des carrés de latex utilisés pour les cunnilingus ou les anulingus. Il y a ces trucs-là, c'est pas très bien utilisé. Par contre, protéger les objets, mettre des préservatifs sur les objets, c'est important. Et les changer entre chaque partenaire. Ça, c'est des trucs à transmettre parce qu'il peut y avoir des transmissions de chlamydia, de gonocoque, même si le gonocoque est très 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 rare, plutôt chlamydia, HPV, voilà. Et la contraception, en fait, la plupart du temps, elles n'en ont pas besoin. Donc quand on leur pose la question, elles ne comprennent pas trop et ça peut, si elles ne sont pas dans leur... que c'est la 15e fois qu'on leur pose la question, ça peut créer des ruptures de sang aussi. Il faut toujours s'inquiéter de la santé mentale et de l'usage de drogue de vos patients et patientes gays, lesbiennes. Et du tabac et de l'alcool encore plus parce qu'il y a des surconsommations de tabac et d'alcool par rapport à la population générale. Et voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, les pratiques sexuelles sont diverses et variées. Il n'y a pas de schéma unique à suivre pour en discuter en consultation. Souvent, nos connaissances se limitent aux idées préconçues. Il faut donc savoir inhiber ces freins et tabous pour parler de l'orientation sexuelle de nos patients. Nous avons également vu que la sexualité de la personne en situation de handicap est réelle. Une éducation des patients, mais aussi de l'entourage, est indispensable. Enfin, la sexualité chez la personne âgée est un élément quasi systématiquement occulté par le professionnel de santé. Tout l'enjeu pour le médecin généraliste est de ne pas rester impuissant face aux problématiques que peuvent rencontrer les seniors dans leur vie sexuelle toujours active. Nous vous laissons un court temps de questions. Non ? Pas de temps de questions. Comment ? Je suis désolée, on a largement dépassé le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir les intervenants à la fin. J'enchaîne du coup. J'espère que vous avez apprécié cet atelier. Vous avez pu constater que la santé sexuelle tient une place non négligeable dans la vie de chaque patient. Elle influe sur sa qualité de vie et sa santé globale. Il n'y a pas de phrase toute faite pour aborder la sexualité en consultation, mais le patient attend de son médecin traitant qu'il aborde le sujet. Aussi, le praticien doit savoir dépasser ses tabous et entrer dans le vif du sujet le plus simplement possible. Idéalement, la question d'ouverture n'engage pas une réponse immédiate et permet de signifier la compétence du médecin et sa disponibilité pour parler de sujets en rapport avec la sexualité. Une fois la brèche ouverte, le praticien doit aussi pouvoir compter sur des connaissances solides afin de répondre aux nombreuses questions. Je tiens à vous remercier, Dr Tavel, Dr Guéguin et Dr Jędrzejewski, pour votre intervention aujourd'hui. Je remercie également les membres du bureau de l'ISNAR-IMG, et tout particulièrement mes deux co-rédacteurs, Karib Aboubrad Friquegnon, chargé de mission congrès, et Camille Border, ancienne secrétaire générale de l'ISNAR-IMG. Enfin, après je vous libère, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, donc intégrer cette question de la vie sexuelle dans notre pratique de façon systématique permettra d'être tout à fait à l'aise avec ce sujet. Et surtout, n'oubliez pas, des tabous abolis font des patients épanouis. Vous retrouverez toute notre bibliographie sur le stand de l'ISNAR-IMG. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon gala.